Dans ce rapport, nous avons clarifié pour un certain nombre de filières la répartition des marges brutes entre l'industrie et la distribution, et nous avons constaté que sur longue période, lorsque nous pouvions le remarquer, les marges brutes dans la distribution ont plutôt tendance à augmenter et que la répartition entre industrie et distribution était quand même assez souvent plutôt favorable à la grande distribution. Maintenant, je répète, nous ne parlons que de marge brute, nous ne parlons pas bien entendu de marge nette, et dans un certain nombre de cas, nous n'avons pas le recul suffisant. On constate quand même que la part de la marge brute de la grande distribution est particulièrement importante dans le domaine des produits du porc, par exemple, on le voit sur le porc frais comme sur le jambon, on le voit sur un certain nombre de produits laitiers, pas tous, mais qu'il s'agisse des grands produits de base, modèles lait UHT, beurre en plaquettes ou emmental, et bien entendu, mais ça a toujours été un petit peu le cas dans le domaine des fruits et légumes. Et suivant les produits, la marge brute de la grande distribution va évoluer entre 30 et 50%. Maintenant, je le répète, et la marge brute, c'est différent de la marge nette, et ça n'est pas le bénéfice. C'est simplement la rémunération d'un certain nombre de services, sachant que le consommateur achète de plus en plus des produits transformés ou des produits au moins très conditionnés. En clair, il faut que la distribution, qui est partie prenante à l'Observatoire de la formation des prix et des marges, le soit encore plus pour nous permettre de déconstruire ce qui pour nous, pour l'instant, reste un chiffre global, celui de la marge brute. J'estime que notre rapport n'est absolument pas partial, et il est en ce qui concerne l'analyse de la marge brute, d'une objectivité totale. Ce qui est par contre beaucoup plus partial, c'est la publication d'un rapport émanant de la FCD et qui se concentre sur les marges industrielles uniquement de quelques-uns des plus grands groupes de l'agroalimentaire. Nous raisonnons sur l'ensemble du secteur industriel, et il est clair que les rapports de force sont différents suivant que vous êtes très gros ou suivant que vous êtes une PME de l'agroalimentaire. L'autre élément, parce qu'il y a donc cette relation industrie-distribution que vous connaissez tous, l'autre élément, et qui est important à signaler, c'est que au prix auquel ils sont rémunérés, les producteurs n'ont pas de quoi payer leurs coûts de production, payer, je dirais, l'ensemble de leurs facteurs de production, qu'il s'agisse du foncier, voire dans un certain nombre de cas du travail. Et dans un certain nombre de cas, je pense notamment à l'élevage, et notamment à l'élevage allaitant. Si je prends prix de marché plus les aides nationales et communautaires, je n'arrive quand même pas à couvrir leurs coûts de production. Ils travaillent, disons que il se décapitalise peu à peu. Le consommateur n'est pas terriblement perdant, dans la mesure où, c'est vrai, la pression de la grande distribution sur les prix étant ce qu'elle est, c'est probablement en France que les coûts alimentaires ont le moins augmenté par rapport au reste de l'Europe. Je dis simplement que il serait assez légitime qu'il y ait plus de transmission au niveau du consommateur lorsqu'il y a des hausses de prix, comme nous en connaissons aujourd'hui, sur les marchés agricoles mondiaux d'un certain nombre de grands produits que nous consommons, qu'il s'agisse des céréales, qu'il s'agisse des protéines, qu'il s'agisse dans d'autres domaines du café ou du cacao.